À la Chambre d'agriculture de Sainte-Croix-en-Plaine, le mercredi 17 mai 2023, une petite dizaine d'apiculteurs répondaient à l'appel de l'ADA Grand Est pour travailler sur l'insémination d'abeilles. Le but étant de lutter contre le varroa. Alors aujourd'hui on est là du coup pour le programme Arista, qui est un programme de sélection en termes de résistance aux parasites qui est le varroa. Alors le varroa c'est un parasite qui vient pomper les corps gras de l'abeille, qui du coup lui injecte aussi des virus et qui lui du coup l'affaiblit. Ça nous décime les colonies, surtout en fin de saison à la mise en hivernage. Présent depuis une quarantaine d'années en France, le varroa, en s'associant à des virus, devient à partir des années 2000 la première cause de mortalité des abeilles dans le monde. Ramené par des abeilles adultes, l'acarien se développe au sein du couvain et se multiplie rapidement. La fondation Arista Bee Research propose une solution de lutte contre ce parasite grâce à une sélection génétique des abeilles. Je travaille pour Arista Bee Research, qui est une fondation à but non lucratif basée aux Pays-Bas et qui a pour vocation de soutenir et d'aider les apiculteurs à sélectionner une abeille résistante au varroa. À la base, pour Arista, mon chef a perdu des colonies il y a une bonne dizaine d'années et a cherché s'il n'y avait pas une solution autre que les traitements qu'on utilise, que ce soit des traitements chimiques aux acides organiques ou des méthodes biotechniques. Chez Arista, on fait la sélection pour l'abeille VSH, qui est un des caractères qui est génétiquement transmissible pour lutter contre le varroa, et on pense le plus efficace. Donc, les abeilles vont être capables de détecter les cellules de couvain infestées avec les varrois, et elles vont ouvrir ces cellules et le comportement hygiénique, elles vont retirer la larve qui, elle, de toute façon est condamnée à mourir assez rapidement, la jeune abeille, et d'éliminer le varroa. Le varroa ne sera pas forcément tué, mais va être interrompu dans son cycle de reproduction. Donc la population de varroa va être forcément réduite. C'est sans doute un caractère qui est multigénique et qu'il va falloir plusieurs années, plusieurs générations pour réussir à combiner les différentes pièces du puzzle. En Alsace, on est un peu en train de créer la population de base parce qu'on veut que chaque groupe travaille autant que possible avec les génétiques que les apiculteurs ont pour aussi garder une diversité génétique dans la population européenne. Que si maintenant il n'y avait qu'un apiculteur qui faisait le travail et qui arrive au bout, et que tout le monde achète le matériel chez lui, on aura un gros problème de consanguinité sur le long terme. Donc aujourd'hui, les reines qu'on insémine, la plupart d'entre elles viennent de colonies qui ont été déjà inséminées à un mâle l'an dernier. Certaines, ce sont des filles de colonies qui ont été comptées en 2021, donc qui ont été en ruche de production l'an dernier, en 2022, et qui ont aussi montré qu'elles avaient moins de problèmes de maladies en fin d'année, des virus qui sont associés au varroa, et qui avaient aussi apparemment donné des bonnes récoltes. Au niveau des mâles, certains mâles viennent de colonies qui n'ont pas forcément encore été dans le programme, mais qui ont montré qu'elles avaient soit peu de varroa en hiver ou qui ont très bien passé l'hiver. Pour pouvoir réaliser l'insémination, les apiculteurs vont sélectionner les mâles matures à 45 jours. Ces mâles-là, ils sont dans des ruches, je les ai au fond là. Il faut qu'il y ait du volume pour qu'ils puissent bien se développer et être bien nourris. Les mâles, ou faux bourdons, se reconnaissent à leur taille plus importante et demandent 2 fois plus d'énergie à produire que les ouvrières. Dans le but de l'expérimentation et de l'insémination aujourd'hui, du coup, il y a une concentration plus importante de mâles que dans une ruche de production normale. Là, elles vont pondre dans la majorité des ouvrières parce que la taille des cellules, du coup, est assez petite pour les ouvrières, alors que si elles construisent seules, sans support de cire, donc là, comme il y a un trou, du coup, elles vont faire du mal parce que ça sera des cellules plus larges. Ce que j'ai fait, j'ai enlevé ce cadre à mâle parce que les mâles là, puisqu'on veut des mâles adultes, quoi. Voilà, il y en a un qui est monté sur mon doigt. Celui-ci, il a vraiment envie d'y aller. Une fois les mâles extraits, ils passent sous le binoculaire pour transmettre leur patrimoine. Pour l'insémination, il va falloir que je collecte les mâles que j'ai dans une boîte à côté de moi.
J'ai une pompe, une seringue avec un capillaire fin où je prélève cette semence. Donc ici, on fait l'insémination à un mâle, alors que dans la nature, la reine va se faire féconder par 8 à 12 mâles. C'est vraiment dans le programme de sélection pour réduire la génétique de la colonie qu'on va tester. Je mesure le volume de sperme que je arrive à collecter. Et si j'ai suffisamment de semences, ensuite je monte la reine sur le statif où elle est anesthésiée avec le CO2. C'est la procédure normale pour les abeilles. On voit qu'elle s'endort, qu'elle ne bouge plus. Délicatement. Donc, d'un côté j'attrape le dard et de l'autre côté la sternie. Tu le vois, même t'as pas une cellule Approche avec le capillaire. Et ensuite, avec la canule en verre, j'introduis la semence dans l'orifice génital de la reine, qui, elle, par après, va être remise dans la ruche et va avoir une migration du sperme dans l'organe qui s'appelle la spermathèque, où elle va pouvoir conserver le sperme pour plusieurs années. Et toutes les pattes sont en ordre, toutes les antennes sont en ordre. Tiens, tout est en ordre. Je vais renettoyer le tube pour enlever les résidus de semences pour que la prochaine reine soit inséminée avec le prochain mâle. Dans le but de la sélection, il faut qu'on s'assure qu'on ait vraiment le patrimoine génétique que d'un seul mâle et de ne pas le mélanger. Ouais, en fait, dans chaque petite boîte que vous avez dehors, là, il y a une reine qui est en attente d'être inséminée. Elles sont en stand-by là dans la petite boîte rouge pour qu'elles restent au chaud le temps d'être inséminées. Et ensuite, tout de suite remise avec un laps de temps le plus court possible. On va réintroduire dans la colonie d'où provient cette reine, la reine inséminée sur un petit hamac. Les apiculteurs qui participent au projet utilisent des mini-plus. Ce sont des ruches au format réduit et standardisé qui permettent, entre autres, de contrôler la population de varrois en aval. Pour s'assurer du développement du comportement VSH des colonies inséminées, les apiculteurs et le conseiller se retrouvent après quelques semaines pour effectuer des vérifications. Dans une semaine, les apiculteurs vont vérifier que la reine est toujours là et en ponte, que le taux d'insémination s'est bien passé. Si nécessaire, la reine aura une autre narcose, puisque la narcose permet aussi de simuler le mûrissement de la reine, comme si elle avait volé en extérieur pour se faire féconder naturellement, pour que son métabolisme de mise en ponte se mette en place. Vers le 10 juillet, nous allons récolter des varrois d'autres colonies, de façon non destructive, et on va mettre 100 à 150 varrois dans chacune de ces petites colonies dont on insémine les reines aujourd'hui. Et vers le 22-23 juillet, on aura les comptages. On prendra du couvain à un certain stade de développement et on ouvrira les cellules pour voir combien de cellules sont infectées par le couvain et si le varroa arrive à se multiplier ou pas. On est encore un petit peu dans le casino, entre guillemets. On a une chance sur deux d'avoir des bons résultats à la première année. Et une fois qu'on a trouvé le bon cheval, entre guillemets, on va pouvoir utiliser cette colonie-là comme base pour pouvoir identifier d'autres lignées qui auront des bons... où on a une bonne intuition qu'elles ont quelque chose et pouvoir essayer de rapidement identifier les colonies, les filles qui sont porteuses du gène. Si tout se passe bien, il y a toujours un peu le facteur chance. D'ici 5 ans, on devrait avoir une base d'élevage résistante. Donc, ça ne veut pas forcément dire que les ruchers seront complètement peuplés de ruches résistantes, mais on aura une base solide pour aussi continuer à sélectionner d'autres lignées pour augmenter la base génétique de la population d'abeilles. Je pense que d'ici une dizaine d'années, on devrait avoir une résistance qui commence vraiment à impacter l'apiculture de façon un peu plus grande. Ça fait que 4 ans, entre guillemets, on a démarré de nos propres souches, donc sur un travail on va dire originel, sans sélection VSH, comme on l'appelle, du coup, initiale. Donc on a démarré là-dessus, mais effectivement, on a les premiers résultats qui apparaissent avec des caractères VSH qui ne sont pas à 100%, mais qui apparaissent au niveau de nos colonies. Ça permet aussi pas forcément d'arrêter les traitements qu'on peut avoir sur les colonies pour justement tuer le varroa en fin de saison, mais ça va nous permettre d'avoir des colonies qui du coup limitent son développement et du coup qui seront moins parasitées en fin de saison quand on va arriver avec notre traitement. Donc elles seront déjà moins en seuil critique au moment où on va arriver pour les traiter contre ce parasite.
Ça c'est la 102 dans la stère et l'autre c'est de la B18 par La fondation Arista a mis en place une base de données internationale visant à suivre au plus près le pédigré des différentes colonies. La résistance au varroa y est tracée, ainsi que d'autres caractéristiques, telles que la production de miel, de gelée royale ou encore l'agressivité des individus. En France, c'est l'ADA, l'Association pour le développement de l'apiculture, qui coordonne les groupes de travail et communique les recherches sur ce sujet. On est présent sur tout le Grand Est, donc on a des membres adhérents apiculteurs professionnels. Il y a des ADA, il y a une ADA par région en France et on a une fédération, ADA France, qui coordonne le réseau national. Et on travaille aussi avec l'ITSAP, l'Institut de l'abeille. Notre objectif, c'est aussi permettre à différents membres de l'ADA d'intégrer les groupes existants avec un parrainage et de venir observer. Il y a 7 à 8 apiculteurs alsaciens. Donc il y en a qui se rajoutent chaque année. Les plus anciens, ça fait déjà 4 ans, qui travaillent sur la sélection VSH. Il faut environ 3 ans pour être bien formé au VSH. Donc là, c'est majorité d'apiculteurs alsaciens, mais on a un nouveau groupe qui est en train de se former sur les Vosges, Marne et Haute-Marne. Il y a un échange du coup entre apiculteurs, autant sur la technique et la passation de la méthodologie, et aussi, oui, sur le partage des mâles et le partage d'insémination. Certains ne savent pas encore inséminer ou ne souhaitent pas devenir experts en insémination, donc ils vont amener leurs reines et c'est un autre apiculteur qui va inséminer pour eux. Donc il y a aussi ce partage et entraide de connaissances qui se fait au sein des groupes. Le groupe très soudé se donne donc rendez-vous en juillet pour procéder au comptage des varrois sous la houlette de l'ADA et de la fondation Arista.